Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais s'en prend encore au clergé. Dans un discours prononcé ce lundi, le président Ndayishimiye leur a conseillé de montrer de quoi ils sont capables, au lieu de se contenter uniquement de critiquer le gouvernement. Il est regrettable de voir que le nombre d'enfants en situation de rue ne cesse de croître malgré le budget alloué à cette fin. C'est du moins le constat de la Sogepae en cette journée où le monde a célébré la journée dédiée de l'enfant africain. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire vécu par les femmes enceintes de Lutana, lesquelles dorment à même le sol en attendant la délivrance. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Le président de la République accuse les évêques de l'Église catholique d'ignorer leur mission. Selon le chef de l'État, il se contente de dénoncer les dysfonctionnements du pays sans d'abord aider leurs fidèles à corriger ce qu'ils critiquent. Ces propos ont été tenus ce lundi lors de l'ouverture de la 9e Assemblée générale de l'organe national chargé de la protection et de la promotion sociale des citoyens. Le chef de l'État appelle l'Église ainsi que les organisations œuvrant dans différents secteurs à abandonner leurs critiques incessantes et à privilégier des actions concrètes afin de donner le bon exemple. Écoutez le président évariste Ndayishimiye. Une organisation qui se réclame de la défense des droits de l'homme ne peut pas se contenter de critiquer en permanence. Au lieu de dénoncer sans cesse, elle devrait montrer, par des exemples concrets, comment contribuer au développement. Aujourd'hui, on entend surtout des discours sur la famine et la pauvreté. Mais est-ce suffisant comme mission d'une organisation ? Ces organisations devraient d'abord donner l'exemple, accompagner leurs membres vers le développement, puis partager leurs expériences. Prenons le cas de l'Église catholique. Elle regroupe des millions de fidèles, soit plus de 70% de la population burundaise. Imaginez si elle faisait du développement de ses fidèles une priorité. Cela transformerait profondément le pays. Pourtant, on entend parfois des évêques parler de famine, alors que leurs propres fidèles sont concernés et sans mener aucune action visible pour améliorer leur situation. Cela pose question sur la compréhension de leur mission. On a l'impression que certains se limitent à critiquer comme si tout reposait uniquement sur le chef de l'État. Qu'il s'agisse des églises, des associations ou des organisations de défense des droits de l'homme, tous devraient commencer par corriger ce qu'ils dénoncent avant d'indexer systématiquement les institutions du pays. Politique toujours, le parti Sawanya-Frodebo s'oppose à la décision du gouvernement burundais de transférer la dépouille du président Melchior Ndadaye vers le mausolée du héros de l'indépendance, le prince Louis Gwagasoli. Propos de Sylvestre Bikolindagara, porte-parole de ce parti, qui regrette que certaines personnes convoitent ce site au lieu d'y construire une maison de la culture, comme annoncé. Suivez. Le Frodebo n'a pas bien accueilli la décision prise par le gouvernement de déménager le corps de Ndadaye Melchior et ses condisciples dans la lutte pour la démocratie. D'abord parce que ce n'est pas dans les mœurs des Burundais de déterrer les corps et de les ensevelir ailleurs. Il doit y avoir une grande raison, d'autant plus que c'est un mausolée d'une grande personnalité et qui a même porté son nom dans l'image des Burundais. Cette place-là, beaucoup l'appellent Chez Ndadaye. Alors, nous ne comprenons pas l'urgence parce que d'après ce qu'on a entendu, le gouvernement voudrait y ériger un immeuble où il y aura des objets d'art du Burundi. Deuxièmement, on a été mécontent que cette décision soit prise sans que la famille biologique et la famille politique, c'est-à-dire Sawanya-Frodebo, d'où venait le président Ndadaye, ne soient consultés. On recommanderait au gouvernement et à l'Assemblée nationale de surseoir
à cette ligne budgétaire parce qu'il n'y a pas eu vraiment un débat pour cette décision. D'après certaines sources, il y avait des gens de haut placés qui convoitent cette place, non pas pour y ériger un musée national, mais pour des immeubles privés. Parlons à présent société où le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'enfant africain. Cette journée arrive au moment où le continent est confronté à des défis liés à la sécurité hydrique qui menacent le développement durable, le bien-être humain et la réalisation des droits des enfants. Emmanuel Nyungeko revient sur l'origine ainsi que les objectifs de cette journée. La journée de l'enfant africain a été lancée par l'Assemblée des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 1991 afin d'être commémorée chaque année le 16 juin. Cette journée rend hommage au soulèvement étudiant de 1976 à Soweto en Afrique du Sud qui a entraîné la mort d'étudiants qui manifestaient contre la mauvaise qualité de l'éducation qu'ils recevaient et exigeaient d'être enseignés dans leur propre langue par le régime d'apartheid. Au fil des années, cette journée a été l'occasion pour tous les acteurs et parties prenantes impliqués dans la protection et la promotion des droits de l'enfant en Afrique de se réunir, de consolider leurs objectifs communs et de s'attaquer aux obstacles qui empêchent de construire une Afrique digne de ses enfants. En tant que gardien de ces conventions, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, KDBE en sigle, est un organe de l'Union africaine chargé de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique et de surveiller sa mise en œuvre. Les objectifs de cette journée sont entre autres mobiliser l'engagement politique, les ressources et une action coordonnée à travers le continent. Le thème de cette année est, j'ouvre les guillemets, garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique, je ferme les guillemets. Cette journée arrive alors au moment où le continent est confronté à des défis liés à la sécurité hydrique qui menacent le développement durable, le bien-être humain et la réalisation des droits des enfants. Les États doivent mettre en œuvre les directives mondiales de l'OMS et l'UNICEF sur l'hygiène des mains en milieu communautaire et reconnaître l'hygiène des mains et les infrastructures comme des priorités en matière de politique et d'investissement. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. À propos de cette journée, David Ninganza, directeur du Centre de protection de l'enfant et chef du programme Protection, Prévention et Plaidoyer à la Sogepaye, regrette le fait que le Burundi ne met pas assez de moyens pour trouver une solution durable au phénomène des enfants en situation de rue. Il a salué néanmoins certaines avancées réalisées en faveur des enfants, notamment dans le secteur de l'éducation ainsi qu'au niveau de la justice, où le pays tend vers une justice éducative pour les enfants suivis. Franchement, en matière d'enfants, en conflit avec la loi, la mise en place de tribunaux pour mineurs et de mesures alternatives à la détention montre une progression vers une justice juvénile plus éducative que répressive. Ça, c'est vraiment un avancée à féliciter. Il y a aussi l'accès à la santé et à l'éducation. C'est aussi amélioré grâce à la gratuité des soins pour les moins de 5 ans et aussi à la gratuité scolaire au primaire. Comme je l'ai dit, il y a des domaines qui nécessitent une amélioration. Par exemple, les enfants en situation de rue, c'est un phénomène qui persiste malgré les efforts. Le travail des enfants persiste dans l'agriculture, les mines artisanales et le travail domestique. Il freine la scolarité et compromet l'avenir de milliers d'enfants. Il faut renforcer l'inspection du travail dans les zones à risque, sensibiliser aussi les communautés sur le danger et appuyer économiquement les familles les plus démunies. Il y a aussi les violences basées sur le genre qui touchent particulièrement les filles. Il y a l'enregistrement des naissances qui reste des filles. Beaucoup d'enfants sont sans acte de naissance, ce qui leur rend invisible et le prive de leurs droits fondamentaux. Rendre la déclaration gratuite, décentraliser les services jusqu'aux collines et organiser des campagnes d'enregistrement tardif doit devenir une priorité. Comme je l'ai dit, il y a des actions qui sont déjà menées. Nous saluons les efforts du gouvernement, mais l'intérêt supérieur de l'enfant exige
des actions urgentes pour les enfants de la rue. Aucun enfant ne doit dormir dehors. Nous appelons le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et communautaires à 3 choses. Premièrement, allouer un budget spécifique pour la protection de l'enfance dans la loi et aussi accélérer la mise en œuvre effective du code de protection de l'enfance sur tout le territoire. Et enfin, impliquer les communautés et les enfants eux-mêmes dans la recherche de la mise en œuvre des solutions européennes. Je vous le disais en titre, la maternité de l'hôpital de Rutana est débordée par le nombre élevé de femmes qui viennent pour accoucher ou pour des consultations. Cette situation oblige certaines femmes à passer la nuit à même le sol. Emmanuel Daïchimier pour plus de détails. Au service de maternité de l'hôpital de Rutana, le constat est alarmant. Les femmes venues accoucher ainsi que celles qui sont hospitalisées enceintes s'y retrouvent en très grand nombre. En raison de cette forte affluence, certaines patientes sont contraintes de dormir sur des matelas étendus au sol, tandis que d'autres passent la nuit dans les corridors de cet hôpital. Certains matelas sont installés entre des lits, d'autres sont placés sous des lits. Partout, il y a un peu d'espace, on installe un matelas. Une chambre prévue pour 2 malades et 2 gardes-malades, soit 4 personnes au total, abrite aujourd'hui jusqu'à 13 personnes. Même dans les couloirs, où il n'y a pourtant pas de place pour poser un matelas ou s'asseoir, les gens restent adossés au mur ou les uns contre les autres. Ces femmes estiment que la situation est inquiétante. Elles dénoncent ces conditions qui font qu'une femme, sur le point d'accoucher, se retrouve sans place convenable pour se reposer alors qu'elle est dans un état critique. La situation est problématique aussi bien pour les femmes qui viennent d'accoucher par césarienne ainsi que d'autres qui sont hospitalisées enceintes et leur garde. Il arrive qu'une femme ayant accouché ne trouve aucun endroit où se reposer avant d'être autorisée à rentrer chez elle. Selon elle, les conditions difficiles dans lesquelles elles font face dans cet hôpital de Rutana risquent de favoriser l'apparition d'autres maladies, surtout pour les femmes qui accouchent par césarienne qui ont besoin de médicaments appropriés. Les gens craignent de contacter des maladies, surtout les femmes qui ont accouché par césarienne ou par d'autres voies. D'une manière générale, les femmes qui fréquentent la maternité de l'hôpital de Rutana sont dans des conditions très difficiles. Les femmes venues accoucher ainsi que les autres qui sont enceintes dans cet hôpital demandent aux autorités concernées de trouver rapidement une solution à ce problème. Elles craignent le pire si cette situation perdure. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimi. Et en page environnement, au quartier Zégué, précisément à Kawashikiro, aussi dans la ville de Gitega, il y a un grand ravin qui a déjà emporté la vie de 2 enfants en continuant de s'agrandir. Ce ravin poursuit la destruction de la route et des maisons environnantes. Et les habitants interpellent les autorités administratives d'agir dans l'immédiat pour stopper l'évolution alarmante de ce ravin. Le point avec Nadège Ilakoze. Ce grand ravin qui menace les habitants se trouve à Kawashikiro, au quartier Zégué, dans la ville de Gitega. Il commence sur la route où il mesure à peu près plus de 50 mètres de profondeur et plus de 300 mètres de largeur, car il ne cesse de s'élargir avec les années qui passent. Les habitants de cette localité affirment que plusieurs personnes, surtout des petits-enfants, sont tombés dans ce ravin et que 2 d'entre eux sont morts. Ici, à Kawashikiro, dans un endroit communément appelé Kokimanga, il y a un fossé qui me menace beaucoup car il est très profond et il existe depuis plus de 10 ans. 3 enfants qui revenaient de l'école sont tombés dans ce ravin et 2 sont morts. C'était au mois de mai dernier. Les conséquences de ce ravin sont nombreuses dans la vie de ses habitants, car ce ravin a déjà démoli certaines maisons environnantes, ainsi que la route qui est très menacée de disparaître. En continuant de s'élargir, ce ravin a détruit des maisons. Il a même déjà atteint la route dont une partie est démolie. Nous avons alors peur que la route soit totalement détruite et que nos enfants ne puissent plus y passer, par crainte de tomber dans ce ravin. Il sera aussi difficile pour les conducteurs de véhicules, de motos et de vélos d'emprunter cette route. Ces habitants de Kawashikiro, au quartier Zégué, interpellent les autorités administratives de leur venir en aide dans les brefs délais pour boucher ce ravin. Dans nos éditions de demain,
nous allons poursuivre cette série de reportages sur les ravins qui menacent la vie des habitants et l'environnement dans la ville de Gitega. Nadège, il a causé dans la rubrique éducation, on parle des mécontentements qui s'observent parmi certains enseignants relevant de la direction communale de l'éducation de Nyanza-Lac dans la province de Burunga. À l'origine de ces mécontentements, le fait que certains enseignants chargés de corriger les examens de la 9e année se voient confier des épreuves portant sur des matières qui n'enseignent pas et pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Ces enseignants s'inquiètent de la fiabilité de cette correction, estimant qu'un correcteur qui ne maîtrise pas suffisamment une matière risque de commettre des erreurs dans l'évaluation des copies. Les détails avec Innocent Valentin. Des exemples cités par certains enseignants de la direction communale de l'éducation de Nyanza-Lac dans la province de Burunga illustrent les irrégularités qu'ils dénoncent dans le processus de correction de l'examen national de 9e année. L'un de ces exemples concerne un enseignant de l'école de l'ancienne commune Vugizo qui enseigne habituellement des mathématiques, mais qui a été affecté à la correction de l'épreuve de sciences humaines. Un autre cas est celui d'un enseignant de l'école Ndoba 1, chargé de corriger l'épreuve de l'entrepreneuriat, alors qu'il n'enseigne pas cette matière. Cet enseignant dispense ses cours en 8e année et est de formation en lettres modernes. L'un des enseignants interrogé par Radio RPA affirme que cette situation suscite de vives inquiétudes quant à la crédibilité et à la fiabilité de la correction, estimant qu'elle pourrait être entachée de nombreuses erreurs en raison du manque de maîtrise de certaines matières par les correcteurs désignés. Notre principe inquiétude est que ces épreuves ne soient pas corrigées correctement. Par la suite, les copies mal corrigées risquent d'être remises aux enseignants qui dispensent réellement les matières concernées afin qu'ils reprennent le travail de correction avant leur transmission au ministère de l'Éducation. Nous considérons cette situation comme très préoccupante car elle montre que l'examen national n'est pas traité avec tout le sérieux qu'il mérite. Les résultats qui en découleront risquent d'être entachés de nombreuses erreurs et de ne pas refléter fidèlement le niveau réel des élèves. Rappelons que le ministère de l'Éducation avait pourtant indiqué que les examens nationaux devaient être corrigés par des enseignants qui dispensent habituellement les matières concernées et qui disposent des compétences requises dans ces disciplines. Plusieurs observateurs du secteur de l'éducation à Nyanza-Lac, dans la province de Burunga, demandent au gouvernement d'assurer un suivi rigoureux de cette opération, d'autant plus que l'organisation des examens nationaux mobilise d'importantes ressources financières depuis la préparation des épreuves jusqu'à leur correction. Concernant ces plaintes, la rédaction de la radio RPA n'a pas encore réussi à joindre le directeur provincial de l'éducation de Burunga, Elias, ni le directeur de l'éducation, François Avyalimana, afin de recueillir leurs réactions. Innocent Valentin Singilangabo, toujours en page éducation, le chemin est encore long pour arriver à redynamiser le secteur éducatif burundais. Propos d'Antoine Manouma, président de la FENASEB. Ce dernier réagit après que Gitega a décidé de réintroduire la classe de 10e année. Pour ce syndicaliste, des réformes majeures sont nécessaires dès l'école primaire parce que si l'on ne traite pas le problème à la racine, on n'atteindra jamais le résultat escompté. Suivez Antoine Manouma, président de la FENASEB. Le gouvernement ne cesse d'annoncer une série de changements qui prévoient opérer, y compris le retour de la 10e année, supprimée avec l'avènement de l'école fondamentale en 2013. Il s'agit d'un bon choix. Toutefois, certaines actions de la part du gouvernement sont nécessaires pour renforcer davantage la qualité de l'enseignement à tous les niveaux jusqu'à l'enseignement supérieur. Premièrement, la révision et la mise à jour des programmes d'enseignement depuis la première année de l'école fondamentale jusqu'au poste fondamental s'impose. Si la nécessité se fait sentir, même les programmes de l'enseignement supérieur seraient adaptés. La construction de nouvelles salles de classe dans les écoles qui accueillent beaucoup
d'apprenants, la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement zéro enfant marassi en dotant aux écoles qui en ont besoin. Les bancs pupitres, la disponibilité des supports pédagogiques sont de nature à soutenir l'enseignement de qualité. L'augmentation des cours à régime d'internat est une bonne initiative, mais le régime alimentaire équilibré et l'hébergement décent devait être la préoccupation du gouvernement. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 16 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.